1973, on rentre dans la logique de la dette qui n'est pas une mauvaise gestion, qui est une logique structurale. C'est-à-dire que le fait d'emprunter pour le développement du pays et pour ses politiques sociales sur le marché privé de l'argent, c'est-à-dire des banques qui empruntent à 1% et qui reprêtent à l'État à 6 ou 7%, c'est le début de la catastrophe sociale et économique de la France. Et c'est ça, la dette. La dette est un racket bancaire qui a été autorisé par une filouterie des banquiers qui a été permise par la lâcheté et la trahison des politiques. Et ça s'est fait après l'éviction de De Gaulle, qui à mon avis s'y opposait, et ça a été fait par le gouvernement Giscard, sous la présidence Pompidou, et ça s'appelle la loi Pompidou-Giscard-Rothschild. Hein, voilà. Et c'est voilà, le début de la toute-puissance de la banque, c'est-à-dire la banque qui prend définitivement le pouvoir sur les politiques, et donc la banque qui est le vrai pouvoir politique caché, et qui est, comment dirais-je, la pente fatale de l'inégalité sociale aggravée, de la faillite des États, qui n'est pas non seulement une faillite, mais une faillite organisée, et un rachat, comment dirais-je, pas cher. C'est le principe même de comment dirais-je, de la garantie hypothécaire dans le prêt bancaire d'une banque qui prête à une entreprise, à un taux suffisamment élevé pour que l'entreprise soit obligée de faire faillite. C'est-à-dire qu'à la fin, la banque possède tout. Cette logique privée du prêt non remboursable contre garantie hypothécaire pour la PME est exactement à une échelle supérieure la stratégie et la logique de la banque pour prendre possession entièrement de la richesse des États à travers la captation du travail des travailleurs productifs et en créant leur misère. La Banque de France a été créée en 1801 et jusqu'en 1974, ça fait quand même du temps, hein, elle finançait l'État sans intérêt. Sans intérêt. Mmh. Si on était resté là, aujourd'hui, avec tous les emprunts qu'on a fait depuis, puisqu'on emprunte tous les ans, la dette publique française serait de 16 ou 17% du produit national brut. Mais en 1974, on a eu une loi stupéfiante qui s'appelle la loi bancaire, qui a interdit à l'État de se financer sans intérêt auprès de la Banque de France, et qui a obligé notre État, nous faisions comme les Allemands, tout le monde, c'était un peu la mode, c'était une façon de penser. On a obligé les États à aller se financer sur le marché financier privé, à 4 ou 5%. Et du coup, notre dette, elle est maintenant à 90-91% du produit national brut. C'est un peu effrayant. Ouais, il faut aller à l'école tous les jours. Tous les jours, il faut apprendre. Ici, vous avez un truc qui s'appelle l'État. L'État, c'est qui? Ce sont des gens qu'on a choisis, nous, les citoyens, pour bosser pour nous. C'est-à-dire pour faire marcher notre société. C'est ça? On les a responsabilisés. Ce sont des délégués. C'est ça, l'État. C'est des gens qui bossent pour l'intérêt général. Ils ne bossent pas gratuitement. Hein. Ils sont payés, on les paye. Nous, avec nos impôts. Vous êtes d'accord? Très bien. Admettons que l'État veuille faire une autoroute. Vous êtes d'accord? Autoroute. On a besoin des autoroutes quand même. Voilà. Donc l'État a décidé de faire une autoroute entre Paris et Bordeaux. L'autoroute, 10 milliards. Elle va coûter 10 milliards. On a fait l'étude 10 milliards. C'est nécessaire, etc. C'est bon? Tout le monde est d'accord? On a ce qu'on appelle un parlement. Ouais. L'État, il y a une assemblée nationale, un parlement. Ouais. Ce sont les députés, c'est-à-dire des gens qu'on choisit pour aller faire des lois pour notre intérêt, nous la population. C'est ça? Pour défendre nos intérêts, les députés. Donc, les députés, l'Assemblée nationale, ils ont choisi de faire une autoroute parce que c'est bon pour tout le monde. Maintenant, il faut du fric. C'est ça? Il faut de l'argent. Qu'est-ce que fait l'État? Il passe un coup de fil à un truc qui s'appelle la banque. La banque comment? La banque centrale. C'est bien. C'est-à-dire une grande banque. La banque qui appartient à l'État. Ouais, la banque. Donc il téléphone à la banque centrale. Il lui dit allô? Ici Sarko. Non, c'est Hollande en ce moment, pardon. On a besoin de 10 milliards pour faire l'autoroute. Qu'est-ce qu'elle fait la banque? Ben, la banque, elle va faire des billets. Ça s'appelle une planche. Elle fait des billets. Elle fait 10 milliards de billets.
Donc une fois qu'elle a fait les billets, elle appelle le BRICS, d'accord? Hop, l'État, il a les 10 milliards. Les 10 milliards, il va les donner à qui? Il va les donner à des entreprises. Des entreprises qui vont faire l'autoroute. Un an plus tard, l'autoroute est terminée. L'autoroute, il y a des péages. C'est à quoi servent les péages? À récupérer de l'argent. Alors, qu'est-ce que fait l'État? Il a investi 10 milliards. Chaque année, il récupère 1 milliard grâce au péage. Dans 10 ans, la banque, dans 10 ans, on a récupéré les 10 milliards. Cette année, on a gagné 1 milliard. Regardez ce qui va arriver au 1 milliard. Le 1 milliard, il va retourner chez l'État et l'État va le rendre à la banque et la banque va brûler le 1 milliard. Il faut que ce 1 milliard disparaisse. Sinon, il va y avoir beaucoup d'argent. Trop d'argent, l'inflation. Vous me suivez? En 10 ans, les 10 milliards qui ont été créés de toutes pièces pour faire l'autoroute vont être récupérés et disparaître. C'est clair? C'est intelligent? C'est un bon système. Mais nos super députés, ils ont une idée satanique, c'est le moins qu'on puisse dire, en 1974. Combien? 73. Comme tu veux. Effectivement, je peux me tromper. En 1973, ils ont une idée. Vous savez laquelle? Écoutez bien. Vous allez voir l'arnaque du siècle. Ils ont dit, la Banque centrale n'a plus le droit de prêter de l'argent à l'État. Si l'État, il veut faire son autoroute de 10 milliards, il va téléphoner aux banques privées. Par exemple, la BNP, Crédit Mutuel, etc. Ça s'appelle des banques privées. Très bien. On va prendre la BNP, parce qu'il a. Ok? Allô? Oui, c'est qui Sarko? BNP, j'ai besoin de 10 milliards pour faire mon autoroute. BNP lui dit, pas de problème, Sarko, je te rappelle. Le président de la BNP, il raccroche et il appelle la Banque centrale. Allô, Banque centrale, président de la BNP. Je voudrais vous emprunter 10 milliards. La Banque centrale lui dit, pas de problème, mon petite BNP. Je te fabrique les 10 milliards. La Banque centrale fabrique les 10 milliards. Allô, BNP, viens prendre tes 10 milliards. Mais attendez, on n'est pas comme la Banque centrale. Je te donne 10 milliards, mais tu me rends 11 milliards. Un peu de bénéfice quand même. Ça s'appelle un crédit à intérêt. Donc la BNP, elle récupère 10 milliards, elle téléphone à Sarko, et elle dit à Sarko, j'ai tes 10 milliards. Sarko est content. Et la BNP lui dit, attends, mon petit Sarko, business is business, je te prête 10 milliards, tu me rends 15 milliards. Eh oui, bien sûr. Sarko, il prend les 15 milliards, à la chérie, c'est pas lui qui paie, c'est toi et moi avec tes impôts. C'est ça? Avec nos impôts. L'État prend les 10 milliards, il fait son autoroute, il rembourse à la BNP 15 milliards, la BNP rembourse à la Banque centrale 11 milliards, la BNP a gagné combien? Qu'est-ce que vous pensez de l'arnaque? Je recommence. Est-ce que vous avez pigé? Je sais d'avance quelle est la question que vous allez poser. Mais pourquoi on passe par un intermédiaire qui nous prend à toi et moi? T'achètes une craie, ta capsule de coca à 2 centimes. Quand tu l'achètes à 1 euro, il y a 20 centimes pour rembourser les 4 milliards. Ça s'appelle la TVA. C'est-à-dire tout ce qui bouge, 20 centimes. 19,6. D'ailleurs, bientôt c'est à 21,5.
Est-ce que vous entendez? Tout ce qui bouge, même ce qui ne bouge pas, tu le paies. Bonjour à tous. Comme vous venez de l'entendre, là je vais vous parler de la loi Pompidou-Giscard de 1973 qui interdit à l'État français de contracter des crédits auprès de sa banque centrale, mais de passer par les banques privées. La loi Pompidou-Giscard de 1973 sur la Banque de France, dite loi Rothschild, du nom de la banque dont était issu le président français, Valéry Giscard d'Estaing, sera étendue à toute l'Union européenne par les traités de Maastricht avec l'article 104 et de celui de Lisbonne, l'article 123. Une loi qui interdit à la Banque de France de faire crédit à l'État, le condamnant à se financer en empruntant contre intérêt aux banques privées, au lieu de continuer à emprunter sans intérêt auprès de la Banque de France qui lui appartenait, bien entendu, comme ça a été dit dans les petits extraits que vous venez d'entendre. Depuis l'application de ce principe, le pouvoir économique est progressivement tombé entre les mains de banquiers privés qui l'exercent avec des taux d'intérêt exorbitants. Par cette loi Pompidou-Giscard, on empêchait l'État d'utiliser la planche à billets qui limitait l'inflation. Mais bon, ça c'est un peu le prétexte. Je pense que la droite au pouvoir a voulu donner un élan ultra-libéralisme à notre économie. Parce que comme je l'ai déjà dit dans beaucoup de mes vidéos, la droite travaille pour la cause du patronat dans ce pays. Et surtout pour une politique de privatisation et de libéralisme économique. Donc cette loi a été faite dans ce but. Depuis l'instauration de cette loi, l'État ne crée plus de monnaie. Ce sont les banques privées qui créent la monnaie et qui en perçoivent les intérêts. Si c'était l'État qui créait la monnaie, il pourrait l'investir directement lui-même sans devoir payer le moindre intérêt jusqu'au remboursement. Il pourrait aussi prêter cette monnaie nouvelle aux banques et en percevoir le premier les intérêts qui se chiffreraient en milliards d'euros. Ce qui pourrait aussi financer les services publics. La monnaie est devenue un outil qui sert d'abord les intérêts privés aujourd'hui. L'impôt sur le revenu, par exemple, est utilisé pour payer l'intérêt des crédits contractés par l'État auprès des banques privées. Dans le petit extrait, on vous dit que les TVA sont prélevés sur tous les produits que nous achetons. Et cette TVA ne sert qu'à payer les intérêts contractés lors des crédits par l'État auprès des banques privées. Et pour payer ces intérêts, l'État est obligé de refaire de nouveaux crédits et avec de nouveaux taux d'intérêt, donc il endette encore plus le pays. Le service de la dette, c'est-à-dire la somme que la France doit verser chaque année pour honorer sa dette, est constitué du capital et des intérêts des emprunts, des crédits, en langage plus clair. Pour la France, la charge des seuls intérêts de la dette a dépassé les 50 milliards d'euros depuis 2007. J'ai bien entendu, j'ai bien dit 50 milliards depuis 2007, donc aujourd'hui c'est encore pire. Absorbant ainsi la totalité de l'impôt sur le revenu. Vous avez bien entendu. L'impôt de revenu que vous payez va directement pour le remboursement des intérêts de cette dette. Et d'après le compte général annuel de l'État français, le remboursement du capital de la dette se chiffre actuellement à environ 80 milliards d'euros. Absorbant toutes les autres recettes fiscales directes. Chaque année, une émission d'une nouvelle dette d'environ 110 milliards a lieu pour financer l'amortissement des anciens crédits et des anciens prêts. C'est pour vous dire, les impôts que nous payons actuellement ne servent qu'à payer les intérêts des crédits que l'État contracte auprès des banques privées. C'est effrayant. C'est pour cette raison qu'on nous dit les hôpitaux commencent à fermer certains... Du moins, ils diminuent le nombre de leurs lits. On nous explique que la sécurité sociale est en quasi-faillite. On nous dit que l'État ne peut plus construire d'hôpitaux, manque de moyens, mais c'est normal. Parce que comme je viens de le dire, 80% des sommes récoltées par les impôts ou toutes ces taxes vont directement payer les intérêts des crédits contractés par l'État français. C'est incroyable. À une époque, lorsque l'État voulait faire un projet, c'est-à-dire construire une autoroute, voire un hôpital ou une caserne de pompiers ou ce que vous voulez, que faisait-il? Il contactait sa banque, la banque centrale, qui lui prêtait 5 milliards. Et il remboursait les 5 milliards sans intérêt. Donc c'était correct à cette époque.
Sauf qu'à partir de la loi de 1973, l'État n'a plus le droit de contracter de crédit auprès de sa banque. Il est obligé de passer par les banques privées, c'est ça le problème. Les banques privées, c'est des sociétés commerciales hein, qui travaillent pour gagner de l'argent. Donc, elles vous prêtent 1 milliard, mais elles vont vous réclamer 4 milliards après par la suite en taux d'intérêt. Et puis, le peuple sera condamné à payer éternellement, puisque la dette, je pense que même notre descendance va continuer à la payer, hein, s'il ne se passe rien entre-temps. Mais bon, je pense que ce système capitaliste aura une fin, hein, il ne va pas perdurer, hein, parce que nos hommes de droite ont fait un cadeau aux banques privées, parce que je pense que parmi ces banques, beaucoup étaient amis avec certains de nos hommes politiques de droite. Hein. Donc ils leur ont offert un cadeau qui pour le peuple était empoisonné, hein, comme vous le savez. Hein. Parce que vous, quand vous avez fait un crédit, vous remboursez le crédit plus l'intérêt. Hein. Sinon, aucun intérêt de faire des crédits. À l'époque, ne se serait pas lancé dans les emprunts. Donc là, vous comprenez que le problème économique et social en France n'est pas vraiment dû à l'immigration, dont le Front National passe son temps à nous faire croire que les immigrés sont responsables de notre problème. Non, le problème social en France... en Europe en général et en particulier en France, est dû à un système économique hein, qui privatise tout à tout va et qui nous endette de jour en jour. Donc comme les oligarchies profitent de ce système, elles ont tout intérêt à vous trouver un bouc émissaire. Hein. Et ce bouc émissaire, comme vous l'avez compris, hein, depuis une trentaine d'années, c'est l'immigré en France, hein, comme dans d'autres pays. Hein. Puisque ce qui se passe en France, ça se passe aussi dans d'autres pays. Hein. Pour se protéger, les oligarchies orientent le mécontentement populaire contre les minorités musulmanes en Europe. Bah oui, la France a commencé avec le voile islamique il y a plus de 30 ans. Hein, parce qu'à l'origine, le racisme en France, il était tourné contre l'immigré maghrébin. Par la suite, avec l'apparition du voile islamique, ça s'est tourné contre le musulman. Donc là, c'est le musulman. Ensuite, avec les attentats de Daesh, c'est carrément, c'est un racisme qui s'est tourné contre la religion islamique. Mais bon, à travers la religion islamique, c'est toujours la même communauté musulmane qui était ciblée. Donc pendant que nous, et le peuple oriente son mécontentement contre la minorité musulmane, et les oligarchies continuent de privatiser le pays, hein, tout en empochant des milliards et des milliards sur notre misère. Hein. Et ce qu'il faudrait, c'est que les gens, aux prochaines élections, commencent à demander au futur président d'annuler cette loi de 1973 et de revenir à l'ancienne loi, qui permettait à l'État de contracter des crédits sans intérêt avec la Banque de France, qui est bien entendu la banque de l'État. Hein. C'est ça qui est incroyable. Moi, j'étais prof de droit d'économie. J'ai enseigné le droit à l'économie pendant 10 ans. Donc j'ai enseigné la création monétaire, comme tous les profs d'économie. Et je l'ai enseigné comme aujourd'hui c'est enseigné, c'est-à-dire que ce n'est pas de façon critique du tout. On décrit, on dit, voilà, c'est comme ça, les banques privées créent la monnaie, ensuite elles vont se refinancer en fonction de leur part de marché, elles vont se refinancer auprès de la Banque centrale. Et puis je passe à un autre sujet, parce que quand on a un cours d'économie, il y a plein de choses à voir, hein. Il n'y a pas que la monnaie, il y a le chômage, l'inflation, il y a plein d'autres choses. Ça ne m'a même pas effleuré, jusqu'à il y a 3-4 ans, ça ne m'a même pas effleuré de contester le système fondamentalement, structurellement, viscéralement, ça ne m'a pas effleuré d'être révolté. Et Frédéric Lordon, c'est un ami, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui on discute beaucoup, et qui me disait, quand je lui ai commencé à lui parler de création monétaire, en disant, mais c'est incroyable ce truc, quoi, les banques privées qui créent la monnaie, Frédéric me disait, mais enfin, tu tombes des nues, enfin, d'où tu sors, tout le monde sait ça, on apprend ça en première année de fac. Alors, c'est vrai qu'on apprend ça en première année de fac, mais on n'apprend pas à se révolter. On apprend en première année de fac que c'est comme ça, et c'est bien comme ça. Mais c'est pas pareil que si on l'apprenait en disant « Et qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce que quand vous voyez comment ça marche, la création monétaire,
Mais il y a de quoi descendre dans la rue et foutre le bordel, un bordel noir. Enfin, c'est incroyable. Le cas caricatural, c'est les Américains. Les Américains, avant 1913, ils avaient une banque centrale, mais qui était encore sous contrôle des citoyens, plus ou moins. Et puis, ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. Ils n'avaient pas d'impôt sur le revenu. La même année, 1913, alors je veux dire, ils peuvent marquer cet anniversaire d'une pierre noire. La même année, les banquiers privés, 5 banquiers, ont réussi avec des manœuvres qui sont... Vraiment, il faut lire ça, quoi. C'est passionnant, il faut lire ça. Il y a 2 gars qui ont enquêté toute leur vie sur le sujet et qui ont retracé ça méticuleusement. C'est passionnant. 5 banquiers qui ont réussi à obtenir que quand l'État américain a besoin d'argent, il n'y a pas de problème. C'est nous, les banquiers privés, qui allons lui donner, qui allons lui prêter, avec un intérêt de 6%. C'est incroyable. C'est génial. C'est génial. Depuis, alors ils n'étaient pas endettés à l'époque, du tout, les États-Unis n'étaient pas endettés. Aujourd'hui, la Federal Reserve, alors ils ont décidé de s'appeler Federal Reserve pour que ça ne sente pas. La banque centrale privée, les Américains ne voulaient pas de banque centrale, ils ne voulaient pas la domination de Wall Street, ils ne voulaient pas, ils savaient que c'était dangereux, ils n'en voulaient pas. Et ils ont fait un truc malin, ils ont dit on va l'appeler Federal Reserve. Mais ils ont gobé ça, ils ont voté ça à Noël à l'arrache, ils se sont fait enfumer. Et alors depuis, la dette ne fait que grimper, mais grimper. Et la même année, ils ont inventé l'impôt sur le revenu. C'est le même président Wilson qui a mis en place les deux. Et l'impôt sur le revenu, écoutez, je ne sais pas si ça a été conçu comme ça, mais on dirait que ça, tout se passe comme si, et c'est comme pareil en France, hein, plus tard, mais pareil en France, tout se passe comme si, premier temps, je commence par endetter l'État à mon endroit, moi banquier, je commence par faire que l'État me doive de l'argent, et ensuite, pour que l'État ait de l'argent, je fabrique un nouvel impôt qui va servir à financer cet argent-là. Et finalement, je fais bosser les Américains pour moi, quoi, hein, et moi, je continue à faire rien d'autre que m'acheter mon yacht, mon machin, comme Veblen disait. Mais attends, mais c'est que ça marche vachement bien, et finalement, l'impôt sur le revenu, il prend tout le service de la dette aux États-Unis. C'est-à-dire que toute la masse monétaire des États-Unis, qui est de la dette, évidemment, il faudra qu'on prenne le temps d'expliquer ça, la monnaie, c'est de la dette. De la dette de l'État ou de la dette de la banque, mais c'est que de la dette. En France, c'est pareil. Tout ce que vous payez en impôt sur le revenu, 100% de ce que vous payez, ne sert pas à faire marcher les hôpitaux, les écoles, les services publics. Pas du tout. Ça part tout dans le service de la dette, c'est-à-dire ça part dans les poches des riches qui ont prêté à l'État parce que l'État a renoncé à créer lui-même la monnaie dont il a besoin.